Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, sous la présidence du président de la République, chef du gouvernement, son Excellence Ismaël Guelleh, s'est tenue ce matin la troisième séance du Conseil des ministres. Et toujours dans l'actualité internationale, séisme en Turquie et en Syrie, plus de 5000 morts et des milliers d'autres. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Et je vous dis dans le titre, sous la présidence du président de la République et chef du gouvernement, son Excellence Ismaël Guelleh, a eu lieu ce matin la troisième séance du Conseil des ministres en cette année 2023, où cette question était inscrite à l'ordre du jour. La première question concernait un projet de loi qui a pour objectif la mise en place de la fonction audit interne dans les ministères et les organismes publics. La modernisation du secteur public est devenue au cours des dernières années. La deuxième question était relative à un projet de loi qui vise à créer un établissement public à caractère administratif et sportif dénommé l'Agence nationale de promotion des sports. Écoutons le porte-parole du gouvernement. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Guelleh, s'est tenue la troisième séance du Conseil des ministres en ce mardi 7 février 2023. Et s'est inscrite à l'ordre du jour 7 questions. La première question concerne un projet de loi instituant la fonction de l'audit interne dans les institutions publiques. La modernisation de l'État suppose un ensemble de processus intégrés de planification stratégique, de gestion de la performance, des risques, de la conformité, de l'évaluation et de la surveillance. Fer de lance de cette modernisation, l'audit interne est défini comme une activité méthodique, indépendante et objective, destinée à apporter une assurance sur le degré de maîtrise des opérations des conseils pour améliorer la valeur ajoutée et aider à les organisations à atteindre leurs objectifs en évaluant les processus de management, des risques de contrôle et de gouvernance. Contrairement aux idées reçues, l'audit n'est pas un exercice d'inspection et d'investigation pour déterminer d'éventuels fautifs à des fins de répression. Il est censé prévenir, aider et améliorer les performances, la gouvernance et l'ensemble des dispositifs de gestion de la conformité, des risques et des contrôles. Cette loi fixe donc le cadre général pour ensuite mettre en œuvre tout un processus de formalisation des modalités de gestion, de gouvernance et de surveillance sous forme de manuels, de guides et d'instructions. Le présent projet de loi aménage une certaine souplesse dans la prise en compte de la fonction de l'audit interne au sein de l'administration. Cette dernière peut être exercée soit par une unité d'audit interne, soit par un service créé au sein des inspections existantes. La présente loi préserve donc les prérogatives intérieures déjà dévolues aux corps et aux organes de contrôle, mais leur offre de nouvelles perspectives de professionnalisation et de crédibilité. La deuxième question concerne un projet de loi portant création de l'Agence nationale de promotion des sports. Ce projet de loi fixe l'organisation structurelle et fonctionnelle de l'agence, et ce, en conformité avec la loi n° 56 du 23 juillet 2019 portant régime juridique des établissements publics à caractère administratif. Dotée d'une personnalité juridique, cette agence aura pour mission principale de développer l'accès à la pratique sportive pour tous et toutes et de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive dans le cadre de la stratégie nationale. L'agence va veiller à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations. L'agence a l'ambition d'accompagner la transformation du modèle sportif. Cet objectif nécessite donc la mobilisation de l'ensemble des acteurs de l'écosystème sportif autour d'une structure légalement et juridiquement adaptée. L'agence regroupe en son sein toutes les structures auparavant autonomes et pour en faire une seule et grande structure. La troisième question est relative à un projet de décret instituant le portail électronique des marchés publics. La réforme du droit des marchés publics doit conduire à une évolution obligatoire qui est celle de la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. La dématérialisation constitue un vecteur de simplification de la chaîne de passation des marchés publics. La dématérialisation des marchés publics consiste à remplacer les supports et les échanges papier par des supports et des échanges électroniques. Ce décret instituant le portail électronique des marchés publics pose les prémices de l'ère numérique des marchés publics. Par ailleurs,
Améliorer la transparence tout au long du cycle de passation des marchés publics est un enjeu majeur pour assurer l'efficacité et la bonne gouvernance du système, et cette transparence se traduit par la publication des informations relatives aux marchés publics. La publication des différents documents concernant les marchés publics sur le portail électronique des marchés publics est la première étape du plan de transformation numérique des marchés publics et vise donc à simplifier et à assurer la transparence des pratiques et des acheteurs publics ainsi que des opérateurs économiques. La quatrième question concerne un projet de décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds de soutien du handicap. Le comité en question se voit attribuer différentes missions. Examiner et approuver la répartition des ressources du fonds conformément aux orientations arrêtées par l'Agence nationale des personnes handicapées, approuver le rapport d'activité annuel sur l'utilisation des ressources, ainsi que le rapport financier, formuler des recommandations pour la mobilisation de ressources additionnelles du Fonds donc, pour le handicap. Ce présent projet de décret s'inscrit dans une démarche d'un meilleur encadrement des activités du Fonds de soutien pour le handicap et faciliter la coordination des programmes nationaux de prévention et de prise en charge du handicap sous toutes ses formes définies par le gouvernement. Eh bien, lors du Conseil, plusieurs questions ont été examinées et approuvées, ainsi que des projets de décret portant nomination. Et en fin de séance, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, a fait un rapport de mission sur la participation de la délégation conduite par le président de la République, chef du gouvernement, son Excellence Ismaël Marguelle, au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays voisins frères de la Somalie, qui s'est tenu à Mogadiscio le 1er février 2023, réécoutant le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement. C'est un projet d'arrêté instituant un modèle d'attestation générale. Les personnes souhaitant concourir au marché public doivent systématiquement souscrire les déclarations leur incombant en matière de fiscalité directe, indirecte et de cotisation patronale. Les soumissionnaires au marché public doivent produire une attestation dite attestation générale établie selon un modèle fixé par un arrêté et visé par les services de recouvrement compétents. Le présent projet d'arrêté a pour objet d'instituer un modèle d'attestation générale faisant état de situations fiscales et sociales des soumissionnaires des marchés publics. La sixième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Agence djiboutienne des normes. Ce budget est consacré principalement aux activités de la métrologie, de la certification des produits et services à Djibouti, de l'accréditation des laboratoires d'essais et d'étalonnage, ainsi que les autres établissements qui nécessitent une accréditation en collaboration avec leur ministère de tutelle. Sur le plan financier, le projet de budget 2023 de cette agence est arrêté notamment en produit à 157 625 000 francs et en charge à 157 625 000 francs, soit un résultat en équilibre. La septième question est un projet de décret portant nomination. Madame Ayane Saïd Yassine est nommée directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Monsieur Adan Salah est nommé directeur de l'économie et du plan au ministère de l'économie et des finances. Monsieur Mihaddin Abdullahi Khair est nommé directeur administratif et financier au ministère du Travail. Monsieur Nasser Ali Mohamed est nommé conseiller technique auprès du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Daher Ousmane Obsi est nommé conseiller technique auprès de l'Éducation nationale et de la formalisation professionnelle. Madame Fatouma Moussa Abdi est nommée conseillère technique auprès du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Abdrahman Mahmoud Saleh est nommé directeur des projets de la maintenance et des équipements auprès donc du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Roble Elmi Warsama est nommé directeur de la coopération internationale et de la communication et de l'informatique donc au ministère de l'Énergie. Monsieur Ali Barre Addaou est nommé directeur des études, de la planification, de la statistique et des techniques ainsi que des méthodes auprès donc du ministère de l'Énergie. Monsieur Mahdi Waberi Hassan est nommé conseiller technique auprès donc du ministère de l'Énergie. Monsieur Khadar Adan Warsama est nommé inspecteur des finances. Monsieur Mohamed Hussein Douale est nommé directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. Monsieur Awale Khadar Adan est nommé inspecteur des finances. Monsieur Idriss Abdi Bourre est nommé inspecteur des finances. Et Monsieur Abdesalam Waberi est nommé inspecteur des finances.
Autre actualité, dans ce 22 heures, c'est aussi le président de la République, son Excellence Ismail Merguele, qui a adressé un message de condoléances à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, dont le pays déplore plusieurs centaines de victimes, un nombre encore plus élevé de blessés suite à un séisme ravageur qui a eu lieu dimanche soir dans la région sud-est de ce pays frère. C'est dans l'effroi et la consternation que j'ai appris la triste nouvelle, a écrit le président de la République dans le message adressé à Erdogan. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur sympathie et amitié à la nation sœur de Turquie dans l'épreuve terrible de cette tragédie, a-t-il noté dans le même document. Nous sommes d'autant plus compatissants avec le peuple frère de la Turquie qu'il fait face aujourd'hui à une expérience traumatisante où les scènes de chaos s'ajoutent au spectacle déchirant des vies brisées, a ensuite indiqué le chef de l'État. Puisse Dieu épargner à la nation sœur de Turquie la récidive des drames aussi éprouvants, a également imploré le président de la République, M. Ismail Merguele, qui a retiré sa foi en l'aptitude du peuple frère turc à appréhender avec dignité et courage cette catastrophe naturelle. Et si on revient sur ce séisme en Turquie et en Syrie, un nouveau bilan provisoire est de 4890 morts. Le bilan pour la Turquie du puissant séisme qui a secoué le sud-est du pays lundi, c'est aujourd'hui à plus de 381 morts et 15 000 blessés, a annoncé mardi l'AFRAD, l'organisme officiel de secours en Turquie. C'est la porte à près de 4900 le nombre total des victimes en Turquie et en Syrie. Série de tremblements de terre qui a frappé hier la Turquie et la Syrie s'établit désormais à plus de 5000 morts. Il devrait considérablement s'alourdir dans le jour à venir. Ce séisme est l'un des plus violents ayant frappé la région depuis près d'un siècle. Voici les dernières informations du séisme ayant frappé la Turquie et la Syrie. 3419 morts en Turquie, plus de 1602 morts en Syrie. De nombreuses personnes restent piégées sous le milieu des bâtiments effondré. La terre a tremblé pour la première fois à l'aube hier dans le sud de la Turquie. 23 millions de personnes pourraient être touchées dans les deux pays selon l'OMS. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrété un deuil national de 7 jours. Eh bien, concernant toujours ce séisme, c'est communiqué qui nous est parvenu de l'ambassade de Djibouti en Turquie, où l'ambassade de Turquie informe que des informations erronées véhiculées par des personnes mal intentionnées circulent dans les réseaux sociaux. Il est porté à la connaissance des familles, des étudiants, qu'une structure de coordination composée des services de l'ambassade et un groupe de contact d'étudiants a été mise en place dès hier. Une première liste des personnes identifiées et recensées est d'ores et déjà établie. Nous déplorons, a-t-il dit l'ambassade, cette heure, en blessés légers. L'ambassade va affréter des bus pour acheminer les étudiants recensés à Ankara et les héberger. L'ambassade de Djibouti en Turquie demande de suivre régulièrement les informations mises à jour par la structure de coordination sur la page Facebook Djiboutian Embassy en Turquie. Retour à Djibouti où dans le cadre de la Semaine nationale de l'artiste et de langue maternelle, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec l'UNESCO, a organisé ce matin le lancement du plan de sauvegarde du Héros dans la salle d'exposition de la Bibliothèque et Archives nationales de Djibouti. L'événement réunit autour d'une même table la directrice de la culture, Mme Fatouma Abdiaïssé, entourée par ses proches collaborateurs, et des vingtaines de femmes représentant les associations des femmes de la ville de Djibouti et des régions du Sud, engagées dans le domaine de la promotion et de la culture. L'objectif de cet atelier de 2 jours vise à revitaliser la pratique de la confession du Héros, qui est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, et la création d'une association des femmes afin de sauvegarder cet élément culturel dans le but de transmettre aux jeunes générations par le biais des sessions de formation en intégrant les formations académiques universitaires du pays. Dans sa prise de parole, la directrice de la culture, Mme Fatouma Abdiaïssé, a tout d'abord souhaité la bienvenue aux participants avant de revenir à l'objectif de l'événement. Dans son intervention, la directrice a également expliqué les attentes de cet atelier de 2 jours qui consiste de sélectionner les meilleurs praticiens qui confessionnent le Héros et la création d'une association des femmes Héros. On reste toujours dans le domaine social où, à l'occasion de la journée internationale tolérance zéro mutilation génitale féminine, le ministère de la Femme et de la Famille et l'UNFD a organisé conjointement hier au l'hôtel Sheraton un atelier sur la masculinité positive comme facteur d'accélération de l'abandon des MGF. Cet événement s'inscrit dans le cadre des actions mises en place pour lutter contre les mutilations génitales féminines
qui a pour but d'être une réflexion pour comprendre comment s'illustre la place des hommes dans cette stratégie de lutte contre comment favoriser leur engagement. Cet atelier des échanges a été animé par des professeurs spécialistes dans le domaine de sociologie et psychologie et aussi la sociologie du genre de la famille. Cet événement a vu la participation de la représentante du FUNIAB, Mme Aïcha Ibrahim, la responsable du ministère de la Femme, la représentante de l'UNICEF, la représentante de l'USAID à Djibouti, la représentante du ministère concerné, des étudiants de l'université, de la société civile. La masculinité positive prône les comportements masculins sans violence et en faveur d'une vision égalitaire des rapports entre hommes et femmes. Les condamner les discriminations et les maltraitances envers les femmes et viser à leur autonomisation. Les mutilations génitales féminines violent le droit des femmes et des filles. Les mutilations génitales féminines limitent les perspectives d'avenir en matière de santé, d'éducation et de revenus. C'est un acte de violence sexiste qui est enraciné dans l'inégalité entre les sexes et le déséquilibre de pouvoir. Il met la vie et l'avenir des filles en danger. Mais nous savons quand même que le changement est possible. Il est possible, alors, et il faut qu'on ait tous en tête qu'il y a des objectifs que le monde s'est fixés. Il nous reste 8 ans pour arriver à cet objectif qu'il y ait zéro, que l'élimination qu'il y ait plus de mutilation génitale féminine. C'est-à-dire qu'il y ait zéro MGF après, au terme de ces 8 ans. Donc, qu'est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire, mais pour le faire, il faut qu'il y ait une action collective. Autre actualité, l'agence djiboutienne des normes et de qualité a effectué aujourd'hui une visite d'inspection dans l'enceinte d'une des plus grandes industries djiboutiennes, en l'occurrence l'établissement Koubèche. Cette visite d'inspection d'une importance capitale a pour objectif de voir de visu si les produits made in Djibouti répondent aux exigences en matière de normes internationales. À l'arrivée de l'établissement Koubèche, ils ont été accueillis par le directeur de l'industrie de l'établissement Koubèche, M. Faisal Mohamed Hachi. Après l'accueil, une réunion s'en est suivie entre les responsables de Koubèche et ceux de l'agence conduite par le directeur général de la dite agence, M. Awal Osman Jama. Lors de la réunion, le responsable de la société Koubèche a fourni aux inspecteurs de l'agence plus amples explications sur les différentes certifications de la société en matière de qualité et sécurité de leurs produits. Et bien, à la fin de la réunion, une visite guidée de l'usine de production a été faite aux inspecteurs. Rappelons que le directeur général de l'agence djiboutienne Normes et Qualité s'est félicité de l'établissement Koubèche en répondant aux exigences en matière de normes internationales. Eh bien, rappelons que l'agence djiboutienne des normes de qualité a pour mission de veiller à la qualité de la conformité des produits et services utilisés dans notre pays. Les visites d'inspection menées par l'agence djiboutienne des normes se poursuivront jusqu'au jeudi prochain. Écoutons le directeur. Nous sommes heureux d'être venus accueillis chaleureusement par Koubèche. En effet, en tant que directeur de l'agence djiboutienne des normes, qui a récemment commencé ses activités, nous avons voulu, avant de mettre en place les normes, aller voir les industriels pour essayer de voir par rapport à leur niveau d'exigence, de compétences qu'ils ont. Et nous avons choisi en premier lieu une des plus grandes industries et plus vieilles industries djiboutiennes, Koubèche, les établissements Koubèche. Et nous avons effectué une visite guidée, expliquée. Et nous sommes satisfaits par rapport à leur mode de production, leurs normes d'hygiène, de sécurité. Et nous devrons élaborer un programme de travail entre l'agence djiboutienne de normes, Koubèche et les autres industries dans le secteur privé afin de faire en sorte que tous les produits fabriqués à Djibouti puissent avoir une exigence, une norme internationale afin d'assurer la sécurité et la santé de la population, mais aussi espérer à ce que Djibouti puisse aussi exporter dans le monde entier par rapport à ces normes et exigences internationales. Donc aujourd'hui, ce n'est que le début de notre rencontre avec le secteur privé, avec Koubèche. Nous allons établir un programme, comme je l'ai dit tout à l'heure, afin de faire en sorte que ce n'est pas uniquement dans le domaine de sécurité, dans le domaine de production, mais aussi dans le domaine de stockage, dans le domaine de la vente aussi. Il y aura des activités qui vont s'étaler sur plusieurs jours.
Et enfin, à partir de cela, il y aura la mise en place de comités techniques pour élaborer avec le secteur privé les normes et les exigences possibles et plausibles afin d'assurer la sécurité et la santé de la population djiboutienne et de produire à Djiboutien un produit aux normes internationales. Et dans le magazine de ce soir, nous allons vous présenter un document portant sur la construction des logements. Des milliers de logements sociaux sont habités dans les différentes cités. Et pour en arriver là, à cette étape, tout a commencé en 2017-2018 avec l'étape d'aménagement et de viabilisation des terrains où ont été construits les logements sociaux. Nous devons avoir aussi une politique ambitieuse, généreuse et volontariste pour que l'accès au logement devienne une réalité pour l'ensemble de nos concitoyens. En matière de développement, il y a bien un secteur que le gouvernement n'a pas laissé de côté dans son plan d'action 2035. Il s'agit de la réduction de la vulnérabilité dans les zones urbaines précaires de la ville de Djibouti et des chefs-lieux des régions de l'intérieur. Ce vaste et ambitieux programme traduit la volonté présidentielle d'offrir à la population de Djibouti un cadre de vie décent et structuré pour construire l'avenir. Le sud de Djibouti-Ville est témoin d'une transformation du paysage urbain sans précédent. Piloté par le ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat et conduit par l'Aroulos et la SIAF, le programme de logements sociaux bat son plein. Le premier programme de logements sociaux, achevé en 2018, a offert 540 nouveaux logements. Depuis, 5 autres ensembles d'immeubles, créant le pôle urbain de Balbala Nord, totalisent 2500 appartements et plus de 1300 parcelles. Plus au sud, sur la zone de Nassib, les nouveaux impératifs en matière d'aménagement de territoire sont mis en place. En effet, par la volonté ferme du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, il ne sera dorénavant plus possible d'attribuer des parcelles ne disposant pas des conditions de viabilisation minimum. La première étape de la viabilisation consiste à procéder au nettoyage total du site. Puis, les travaux de voirie, à savoir les voies primaires, les voies secondaires et les voies tertiaires. Sans oublier les ouvrages hydrauliques afin de drainer les eaux pluviales. En parallèle, il y a les travaux d'électrification et d'éclairage public, mais sans oublier l'adduction en eau potable. Ainsi, on peut avoir chaque parcelle viabilisée, dotée d'eau et d'électricité. C'est dans cette optique que l'ancien site dénommé Bouldoro, ayant abrité des occupations anarchiques et illégales, a été aménagé et viabilisé pour réaliser 4500 parcelles de superficie variable. L'aménagement et la viabilisation de ce site de 110 hectares se feront par phase afin de densifier progressivement la zone. L'aménagement des parcelles viabilisées en grand nombre constitue l'axe 2 de la stratégie nationale du logement. Il permet de répondre à la demande de parcelles abordables pour tous les Djiboutiens. La zone de Balbala Sud comprend déjà plusieurs projets immobiliers, notamment les logements sociaux de la fondation IOG, les logements sociaux des forces armées et le site de 160 hectares confié à la SIAF. À terme, la nouvelle zone de Nassib comprendra 44 km de voirie, de réseaux électriques et de canalisation d'eau potable. Dans cette perspective, une nouvelle cité résidentielle dotée d'équipements de proximité tels qu'un centre de santé, des écoles, un poste de police ou des terrains de sport verra bientôt le jour pour en faire un deuxième pôle urbain à Balbala. On reste toujours dans le domaine de l'habitat où le directeur général de l'Aroulos, M. Abdurrahman Ali Ahmed, s'est rendu aujourd'hui dans la commune de Balbala.
et Boulaous à Djibouti pour inspecter la réhabilitation des bureaux des communes. Projet de réhabilitation mené par le ministère de l'Urbanisme visait à améliorer les conditions de travail des responsables locaux et de leur personnel. Au cours de sa visite, M. Abdurrahman a rencontré les présidents des communes Abdelkader Iman Mohamed de Boulaous et de M. Mohamed Belbala afin de discuter de l'avancement du projet de réhabilitation et de recueillir les commentaires des dirigeants locaux. Le projet de réhabilitation comprenait la rénovation des bureaux offrant un environnement de travail plus confortable et plus fonctionnel aux dirigeants locaux et à leur personnel. Les améliorations comprenaient l'ajout de nouveaux équipements du bureau également. Puis une cérémonie de remise des matériels de nettoyage, des sensibilisations au profit des communes de Boulaous et de Balbala dans le cadre de la mise en œuvre du programme national Zéro Bidonville, du projet intégré de résorption des bidonvilles. Eh bien, cette cérémonie a vu la participation du directeur général de la Roulos, Abdurrahman Ali Ahmed, des présidents des communes de Boulaous et de Balbala, respectivement M. Abdelkader Iman Mohamed et M. Mohamed Hassan Saïd, ainsi que leur équipe. Ainsi, cette importante cérémonie s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités au bénéfice des communes partenaires incontournables dans la mise en œuvre. L'agence Aroulos a également réhabilité l'ensemble des locaux de communes et équipé les locaux au mobilier, fourniture des bureaux. Le président des communes de Balbala et Boulaous ont remercié la ministre de la Ville, de l'Urbanisme, de l'Habitat, Mme Amina Abdiaden, et l'ensemble des collaborateurs, en particulier le directeur général d'Aroulos, pour la remise de ces lots importants au bénéfice de la population. À la fin de cette cérémonie, c'est clôturé par la remise des matériels de nettoyage et de sensibilisation aux présidents des deux communes. Eh bien, le directeur général a rappelé que ces matériels interviennent suite à la signature des conventions qui ont eu lieu entre l'agence Aroulos et les partenaires intervenants. Il a également exhorté les élus à intensifier les activités de nettoyage, des sensibilisations pour rendre nos quartiers propres. Du programme actuellement Zéro Bidonville que nous menons, nous avons aujourd'hui, sous l'égide du ministère de la Ville et de l'Urbanisme, initié un processus de réhabilitation des locaux des deux communes, que ce soit la commune de Boulaous et la commune de Balbala. Alors ce processus que nous avons entamé il y a quelque temps va permettre de rendre déjà opérationnels, même s'ils étaient déjà opérationnels, mais maintenant avec un cadre de travail confortable, les locaux des communes, en les équipant en matériaux, en fourniture de bureaux et en mobilier de bureaux. Alors, une fois que ce processus est terminé, nous avons déclenché aujourd'hui la remise d'un certain nombre de kits et d'outils de nettoyage. Nous pensons que dans le cadre de la mise en œuvre du programme Zéro Bidonville, il est inévitable que nous puissions également s'assurer de la propreté de nos quartiers. Et pour ça, nous avons voulu outiller les deux communes, les deux présidents de communes, ainsi que les élus municipaux pour qu'ils puissent agir dans les quartiers. Alors le programme Zéro Bidonville, c'est un programme qui est là pour restructurer les quartiers, pour ouvrir les voiries, pour essayer d'améliorer les conditions de vie et d'habitat des populations et des quartiers qui y vivent. Mais nous pensons et nous sommes convaincus que la propreté est également un droit que nous devons mener. Et pour ça, nous avons aujourd'hui, sous l'égide du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, essayé de remettre un certain nombre de matériaux et d'outils de nettoyage, à savoir des brouettes, des pelles, des râteaux, des sifflets et bien entendu des microphones haut-parleurs pour que vous puissiez sensibiliser la population à travers pour les opérations de nettoyage et d'assurer la propreté de nos quartiers. Direction le sud, où la douane, en étroite collaboration avec les gendarmes de la brigade d'Al-Sevier, ont intercepté un tricycle Bajaj transportant une quantité importante de contrebande, afin de lutter contre la contrebande sur toutes ses formes. En effet, suite à des renseignements regroupés faisant état d'un convoyage du 4 de contrebande vers la ville d'Al-Sevier, un dispositif de la gendarmerie a été installé en amont. C'est ainsi qu'une mobilisation a permis l'interpellation d'un contrebandier présumé, ainsi que le saisie de 11 colis de 4 contenant chacun 100 bottes, soit une valeur marchande de 1,1 million de nos francs,
Un tricycle Bajaj a été également saisi au cours de cette affaire. Comme le veut la procédure, les services de la douane ont été informés de la totalité du 4 saisi a été détruit au feu. À l'issue de l'enquête effectuée, l'auteur présumé a été traduit devant la justice pour répondre de ses actes. Encore une fois, la gendarmerie nationale tient à réaffirmer son engagement constant pour l'éradication de toute atteinte à l'économie nationale. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'ancien chef de la diplomatie de Chypre, Nikos Christodoulou, soutenu par les partis centristes, est arrivé en tête dimanche du premier tour de l'élection présidentielle sur île européenne, devançant un autre diplomate appuyé par les partis communistes. Avec ses 32,04% de suffrage, Nikos affrontera au second tour le 12 février prochain Andrea Majvoriska qui a remporté plutôt 29,58% des votes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur le sud de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.